Vous écoutez Radio Frikio, l'émission de l'initiative grecque, en fréquence par le pluriel 103, 106.3 FM. Pardon. Bonsoir. 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 Aujourd'hui, aujourd'hui, on va vous parler de la collision de Tempi, donc de Tétran en Grèce. On avait déjà parlé un petit peu dans une émission précédente sur la collision et les manifestations et les rassemblements qui ont eu lieu même des ans après. Et donc, aujourd'hui, on va élaborer un petit peu sur ça. Oui, on va essayer de vous expliquer pourquoi un accident ferroviaire, une collision entre des trains a pu provoquer tant de réactions et tant de manifestations et un tel mouvement en Grèce qui a aussi eu de répercussions à l'étranger. Pour vous donner un exemple, il y a eu des rassemblements dans toutes les grandes villes en Europe. À Paris, à Berlin, et bien sûr aussi dans la majorité des villes en Grèce. Et aussi pourquoi, en fait, cette collision ferroviaire, ce n'est pas juste un accident de train. Et en réalité, c'est un crime d'État qui a provoqué en fait la colère d'une très grande partie de la société grecque. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de vous expliquer aujourd'hui. Peut-être vous en avez entendu parler, ça a un peu circulé dans les médias français aussi, qu'il y a eu des très grandes manifestations il y a 2 mois en Grèce. Et l'idée, ça va être de un peu remonter le temps et expliquer comment on en est arrivé là 2 ans plus tard, avec les plus grandes manifestations en Grèce depuis la fin de la dictature. On va commencer alors au jour de l'accident, donc la nuit du 28 février 2023, où un train intercité reliant Athènes et Salonique part de la gare de Larissa, direction nord. Au bord, 352 personnes, dont plusieurs étudiantes qui rentraient chez elles parce que c'était le week-end de carnaval. Les trains partent le 23h05. Et 13 minutes plus tard, à 23h18, une collision frontale avec un train fret circulant sur la même voie. Une explosion et un incendie s'ensuivent. Donc la ligne était en double voie et pourtant les 2 trains se sont retrouvés sur la même, circulant à 150 et 90 km par heure respectivement. Oui. Ce qu'on a appris plus tard, c'était que le chef de gare, le guilleur de la gare de Larissa, c'est une petite ville qui se situe à peu près au mi-point entre les 2 villes, entre Athènes et Salonique. Il faut aussi dire que Athènes et Salonique sont les 2 plus grandes villes de Grèce.
s'était trompé et avait donné l'autorisation au train de partir sur la voie en direction nord qui était déjà occupée par un autre train. Le conducteur du train n'a reçu qu'un avertissement, ou presque. En fait, il a traversé un signal, le signal de sortie de la gare de Larissa qui était en panne. Aucun système de sécurité ne fonctionnait ces nuits-là. Tout, la communication, la gestion de la circulation, les autorisations pour le train de partir, d'arriver, etc., tout reposait sur des ordres qui étaient transmis par téléphone ou par radio. Après la collision, les secours commencent à arriver. Les blessés, les premières personnes décédées sont transportées à l'hôpital de Larissa. On a, pour cette émission, on a pu contacter des personnes qui ont perdu des proches et qui ont pu nous donner leur récit, comment ils ont vécu cette catastrophe, et qu'est-ce qui s'est passé pour eux. Et du coup, on a demandé tout d'abord comment ils ont vécu les premières heures après l'accident et comment a été la communication avec les autorités, avec les secours, etc. Du mardi 28 février jusqu'au vendredi 3 mars, dans l'après-midi, nous n'avions aucune information concernant notre enfant, à part le fait que tous les survivants avaient été extraits des décombres jusqu'au mercredi midi. Le mercredi 1er mars, nous étions à l'hôpital de Larissa où régnait un véritable chaos. Le désespoir et l'horreur dominaient. Ce même soir, nous avons été appelés pour fournir un échantillon de ADN et l'identification a été confirmée le vendredi 3 mars au soir. Il a fallu 7 jours pour enterrer notre proche. Suite à cette tragédie, en Grèce, il y a eu une véritable vague de solidarité de la part des habitants, de la société tout entière. Et donc, directement, beaucoup de personnes se mobilisent pour donner du sang parce qu'il y a énormément de blessés et beaucoup de blessés très graves. Et aussi, directement, spontanément, il y a des gens qui descendent dans la rue, il y a des manifs qui s'organisent. Et à travers cette vague de solidarité qui existe encore, 2 ans plus tard, il y a beaucoup d'artistes aussi qui se sont mobilisés pour les familles des victimes, pour les victimes. Et il y a eu beaucoup de concerts de musique qui ont été organisés pour apporter leur soutien aux familles. Et il y a aussi beaucoup d'artistes grecs très importants, extrêmement connus et célèbres en Grèce, qui ont composé des morceaux en lien avec ce crime d'État. Et donc, toute la programmation musicale qu'on va vous faire découvrir cette soirée, en fait, elle provient soit de ces morceaux qui ont été écrits en lien avec le crime de Thèbes, soit des anciennes chansons qui ont été réinterprétées dans des concerts qui ont été organisés en faveur des familles. Il faut dire avant, parce qu'on n'a pas précisé, qu'il y avait 57 morts lors de cet accident. La plupart d'entre eux, c'était les jeunes, des étudiants, en fait. Et c'était les familles des victimes qui ont vraiment pris en charge ce mouvement. Ouais. Et on peut aussi tracer un parallèle ici avec ce qui s'est passé l'année dernière en Serbie, avec l'accident oui, dans la gare. L'effondrement d'un toit extérieur à la gare de Novi Sad. Là aussi en Serbie, le mouvement est un énorme mouvement principalement des étudiants a commencé et qui dure jusqu'à nos jours, qui
on peut, entre ces deux mouvements, faire beaucoup de parallèles. Λοιπόν, και τώρα, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα να σας παίξουμε ένα τραγούδι που έγραψα χθες το βράδυ και είναι χαρισμένο από την καρδιά μου σε όλους τους γονείς των τεμπών. Καλή δύναμη στον αγώνα σας, όλο το κουράγιο μας μαζί σας. Το τραγούδι αυτό είναι δικό σας. Που είσαι τώρα φως μου, ήτανε γραμμένο να με δω για πάντα, να σε περιμένω. Όσο κι αν κρατήσει, να μην το ξεχάσεις. Όταν φτάσεις, πάρε, πάρε, όταν φτάσεις. Θα το γράψει ο τείχος, θα το γράψει ο βράχος, πως δεν ήταν μόνο ενός ανθρώπου λάθος. Θα το πει η μύδα, θα το πει κι ο κέδρος, πως εδώ σκοτώνει όπου βρει το κέρδος. Θα το πει λεβάντα, θα το πει μυρσίνη, πως κυλάει στα μάτια η δικαιοσύνη. Μάτια του παιδιού μου που δεν θα φιλήσω, δεν υπάρχει τρόπος πια να σταματήσω. Μέχρι να έρθει ο πύχης και το χαλινάρι, μέχρι να έρθει η Νέμεσης και να τους πάρει. Αν δεν βρω το τέρμα, δεν θα ησυχάσω, δεν θα σταματήσω, δεν θα ξαποστάσω, δεν θα κάνω πίσω και δεν θα ξεχάσω. Θα σε πάρω εγώ, παιδάκι μου, όταν φτάσω. Καλή δύναμη! On est Καλή toujours sur συνέχεια. Paris Fréquence pluriel, Fréquence Paris pluriel. 106,3 FM. Et ce soir, c'est l'émission Radio Frico de l'initiative grecque. Et ce soir, on parle de l'accident de Thèbes et de ce crime d'État qui s'est produit il y a maintenant 2 ans. Et je pense qu'on va commencer au début. Donc, comment est-ce que c'est possible qu'un accident comme ça est passé? Oui, comment est-ce que c'est possible en 2023, parce qu'on parle de 2023, pour des trains de circuler pendant 12 minutes sur la même voie et d'entrer en collision frontale dans la ligne, pratiquement la seule ligne ferroviaire du pays qui relie les 2 plus grandes villes du pays. oui, parce que pour donner un peu une image à nos auditrices françaises qui s'imaginent que tous les pays du monde sont dotés avec un réseau de trains, réseau pluriel. En Grèce, la Grèce elle est dotée par un réseau singulier qui, en fait, la ligne principalement relie. Il y a une ligne principale avec quelques lignes secondaires très marginales. Et en fait, il y a une ligne principale et elle relie Athènes à Thessalonique, la première ville du pays, à la deuxième ville du pays. Et donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu mieux comment on en est arrivé là? C'était quoi le problème? Où était la faille?
La faille. Tout d'abord, on peut distinguer entre des causes directes et des causes indirectes. Les causes directes, la première cause, ce qui vient en tête, ce qu'on a pu décrire déjà, c'est que le chef de gare, la personne qui était chargée de l'organisation de la circulation, s'est trompé. Il a envoyé un train sur une voie qui était déjà occupée. Mais ça ne suffit pas comme explication, parce que normalement, on parle d'un système où on a des trains qui circulent avec plusieurs centaines de passagers déjà. Et donc, normalement, et c'est le cas presque partout, il y a des systèmes pour empêcher exactement cela. Il y a des signaux, il y a des systèmes qui bloquent les trains quand ils essayent d'entrer dans des voies qui sont occupées, etc. Donc, ces jours-là, tous ces systèmes étaient en panne. Et ce n'était pas une panne ponctuelle, ce n'était pas quelque chose qui était ponctuel, qui était précis, qui était spécifique à ce jour-là. C'était quelque chose qui est assez commun sur le réseau grec. En fait, il y avait à peu près 5 mois où rien ne fonctionnait. Donc, ce qui se passait, c'est que les gares de chaque station parlaient avec la gare de la prochaine station et ils communiquaient entre eux et puis ils donnent une autorisation au train de partir. Ces jours-là étaient particulièrement chargés. Il y avait eu déjà beaucoup de retards et beaucoup de confusion sur la gare. Des trains qui ont été annulés, des trains qui étaient en retard, une panne d'alimentation, de l'alimentation électrique. Et donc, le chef de gare, la personne responsable était un peu confus. Du coup, voilà, ça ce sont les causes directes. En plus, ce qu'on a appris plus tard, c'est que le personnel sur la gare n'était pas suffisant. Il n'y avait pas assez de contrôleurs, pas assez de personnes qui sont chargées normalement de la sécurité pour pouvoir occuper les fonctions, occuper les postes qui sont normalement nécessaires pour mener ces opérations. Oui. Donc, le personnel, en fait, la personne qui était là, ce jour-là, qui était chargée du contrôle des circulations, avait déjà travaillé beaucoup plus d'heures qu'il était censé faire. Voilà. Mais vous vous demandez comment est-ce qu'on arrive à ne pas avoir des systèmes de signalisation, et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Oui, mais avant tout, je pense qu'il faut expliquer pourquoi les trains comme moyen de transport en Grèce, c'est très très différent de la France, très très différent de l'Europe en général. Et pourquoi ça s'est arrivé qu'on a des trains qui ne fonctionnent pas, on a des sécurités qui ne fonctionnent pas. Et donc, on a quelques chiffres, mais avant tout, il faut dire qu'en Grèce, les trains, ce n'est pas le moyen de transport préféré par le classe moyenne, par exemple, mais c'est le moyen de transport préféré par les étudiants, plutôt, les ouvrières et les immigrés, donc des personnes défavorisées, des personnes qui ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent. Et surtout le train, même par son réseau, je pense que déjà son réseau explique pourquoi il y a tellement d'étudiantes qui l'utilisent. Parce qu'en fait, finalement, le train relie deux grandes villes et surtout Thessalonique, c'est une très grande ville étudiante. Et donc, beaucoup d'étudiantes font ce trajet. À part ça, oui, c'est pas le moyen de transport de la classe moyenne parce que, en général, dans la société, il y a une mauvaise image du train en raison de sa qualité extrêmement détériorée depuis des années et des années. Mais aussi parce que finalement, il faut que tu fasses un trajet très spécifique, qui veut dire qu'il faut que tu partes de Athènes pour aller à Thessalonique pour que tu puisses avoir ça comme possibilité. Mais déjà, depuis des années, le train, il a une mauvaise image, il a des retards très très longs, extrêmement fréquents, ce qui fait que le voyage en train peut durer finalement plus longtemps que le même voyage, par exemple, en car. Parce que le car n'a pas de retard.
alors que le train peut avoir 3-4 heures de retard sans aucune explication. Oui, en général, la voiture a c'est très important pour les Grecs. Je pense que c'est le moyen préféré, la voiture, et après les bus, on peut dire. Et pour le plus long trajet, si tu n'as pas de voiture professionnelle. Pour la voiture, après, je ne sais pas, tu me diras si ce que je vais avancer comme hypothèse explicative est valable. Mais j'étais en train de chercher un peu là-dessus. Et en fait, la Grèce, c'est un pays l'État a toujours eu un budget extrêmement restreint pour les infrastructures. C'est un pays qui n'a pas d'infrastructures publiques. Et ça se confirme à toutes les échelles, donc à la fois pour les écoles, les hôpitaux, donc aussi le transport public. Et quand il y a eu la question du financement des moyens de transport, il y avait encore une fois un budget restreint qui est principalement de l'argent de l'Union européenne qui a été donné à la Grèce pour construire quelque chose. Et finalement, les décideurs publics ont décidé qu'ils allaient faire de l'autoroute. La décision, c'était qu'ils allaient doter la Grèce avec des autoroutes qui, en réalité, leur prix est exorbitant, mais leur qualité est bonne. Et surtout pour un pays comme la Grèce, qui est un pays extrêmement montagnard, il y a des milliards qui ont été dépensés pour faire un réseau routier de qualité qui relie toutes les grandes villes. Et en fait, derrière ça, il y a vraiment premièrement le cartel des gros constructeurs d'infrastructures qui ne savent pas faire des trains, mais qui savent faire des autoroutes, et donc qui ont poussé pour la solution des autoroutes. Mais aussi la Grèce, c'est un pays qui n'est pas un pays pétrolier, parce qu'il n'y a pas vraiment de gisement pétrolier en Grèce, mais en réalité... Pour l'instant. Mais en réalité, c'est un peu un pays pétrolier. Parce que la Grèce a des armateurs, et les armateurs, ils transportent du pétrole et font raffiner du pétrole. La Grèce a des très importantes raffineries. Et donc, toute l'essence qui est vendue en Grèce, enfin pas toute l'essence, mais une partie de l'essence qui est vendue en Grèce, en réalité appartient à des intérêts grecs qui ont fait un grand lobby, encore une fois, pour l'autoroute, pour la voiture, parce que c'est plus intéressant pour eux financièrement que les Grecs circulent en voiture et donc consomment de l'essence au lieu de circuler en train. Et donc finalement, il y a différents lobbies qui sont entrés dans ce jeu et ils ont poussé les gouvernements à construire des autoroutes. Oui, et ça c'est tout à fait vrai. Il y a eu pendant les années... après la Deuxième Guerre mondiale, après la guerre civile, avec le plan Marshall et la reconstruction de l'Europe, ça s'est produit presque partout en Europe. Il y a les États favorisaient beaucoup les routiers et l'aérien, comme c'était l'époque du tout voiture, l'époque de la révolution aérienne et la révolution des mobilités. Et du coup, c'est pareil pour la Grèce. Elle a été dotée d'un système d'autoroutes de très bonne qualité en fait, mais il y a une petite astuce là, que les autoroutes sont construites par l'État et puis ils sont concédés à des entreprises privées qui les gèrent pendant des décennies, qui en tirent des profits à cause des péages, etc. Et qui n'est pas le cas pour le ferroviaire. Donc en fait, presque aux années 2010, la ligne qui reliait les deux plus grandes villes de Grèce était la même ligne qui a été construite. C'était le même tracé que pendant les années 20. Donc ça passait par des ponts, par des tunnels. En fait, l'un des ponts de cette partie de la ligne a été construite dans un acte de sabotage pendant la Deuxième Guerre mondiale pour empêcher les lignes d'alimentation, comment ça se dit, des Allemands, des nazis. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et aussi, pour donner aussi une image, si je ne me trompe pas, jusqu'à il y a quelques années, mais je pense que ces travaux-là sont vraiment terminés, jusqu'à il y a quelques années, pas toute la ligne n'était électrifiée. Non, elle n'était pas électrifiée, non. Maintenant, elle est électrifiée. Maintenant, elle est électrifiée. Okay, donc, elle est électrifiée, mais elle n'a pas de signaux, toujours. Mais ça, c'est une autre histoire. Ok. Donc, tout ça pour dire que c'est un réseau de train qui ne correspond absolument pas à ce qu'on attendrait d'un État au début du 21e siècle. En fait, ça correspond à quelque chose d'il y a 100 ans peut-être. Il y a 100 ans, oui. Et pour vous donner quelques chiffres qui expliquent très bien ce décalage, les trains est à peu près 15 fois plus utilisé en France qu'en Grèce par habitant. C'est le pays où le nombre de passagers par habitant, c'est les moins élevés parmi tous les pays de l'Union européenne.
c'est le pays où on avait en 2021 et pour les années, début des années 2020, le moins d'investissement parmi les pays de l'Union européenne. Et aussi, on a un quart d'employés par kilomètre par rapport à la moyenne des pays de l'Union européenne. Ouais. Du coup, comme on a déjà évoqué, les constructeurs ont fait une grande fête quand il s'agissait des travaux, que ce soit des travaux des infrastructures ferroviaires, que ce soit des travaux des infrastructures routières. L'État ne semblait pas être trop convaincu ou ne semblait pas vouloir pousser les constructeurs pour qu'ils finissent les travaux. Et donc, on avait une situation aussi où il y avait des énormes contrats de l'ordre des dizaines de milliards d'euros, même des milliards parfois, pour construire des nouvelles lignes, des nouveaux tunnels, de mettre à jour et moderniser des systèmes de signalisation. Et du coup, l'État faisait des contrats, faisait des appels d'offres, faisait des contrats avec des constructeurs. Comme il n'y avait pas de savoir-faire en Grèce, on faisait appel également à des entreprises étrangères, dont Alstom, que peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. Et pourquoi on dit tout cela? Parce que le jour de l'accident, en fait, la signalisation, comme on avait dit, elle était en panne. Pourtant, elle était censée être mise en place, en fait, un système beaucoup plus moderne qui aurait pu empêcher la collision était censé être mis en place, qui s'appelle le système de ETCS. Voilà. Donc, il y a eu un contrat en 2014 pour la construction de ce système et qui, le jour de l'accident, en 2023, n'a pas été fini, n'a pas été complété. Voilà. Donc, on va passer encore un morceau musical et on va revenir après pour vous expliquer mieux comment cette machine de la corruption en Grèce a fait que les travaux sur le réseau ferroviaire n'ont jamais été terminés. Και ποιος τη χάρη μας τώρα πέρασε η μπόρα. Αφού μας το πω Σαμαράς τι θέλεις τώρα. Σου λέω έρχονται αριβάρουν σε λιγάκι. Οι τράπεζες του Βενιζέλου, ανάπτυξη του Χατζηδάκη. Μετά την Ολυμπιακή και τον ΟΤΕ, στρώστε χαλί και φτάνουν οι επενδυτές. Μα τα καλώστατα παιδιά τι να τους φέρουμε. Ο ΠΑΠΔΕΗ και είδωρ τους προσφέρουμε. Κι αν τύχει και ανακαλύψουν και πετρέλαιο, τότε χαιρέτα μου φίλε τον πολυέλαιο. Όπως και στη Χαλκιδική και το Στρατώνει. Μας τρέφει τρέφεται από μας και μας σκοτώνει. Και εσύ που βγαίνεις μες στον δρόμο και φωνάζεις, σε δέρνουνε μη τους επενδυτές τρομάζεις. Αφού σε σπρώξανε πρώτα στην ανεργία, τώρα σου αλλάζουν τη δουλειά με τη δουλεία. Και θα δουλεύεις 6 και 7 ημέρες. Θα είναι ίδιες οι Κυριακές με τις Δευτέρες. Και για χαλκά σου έχουν περάσει το μισθό σου. Χόρευε αρκούδα για τα 500 ευρώ σου. Μας κατευθύνουν καναλάρχες και εκδότες. Μας θέλουν φρόνιμους να κάνουμε τις σκότες. Οι εφοπλιστές στα παρασκήνια σιγοντάρουν. Κι οι βουλευτές μες στη Βουλή μας σαμποτάρουν. Και μου θυμίζει η Ελλάδα, φράουλες στη Μανολάδα. Όσο αντέχεις μαζεύεις, κι ύστερα φούρστο και άδα. Οι επιστάτες φυλάνε, κι αφέντες κάτω περνάνε. Οι μπάτσοι μας κυνηγάνε, κι όλο βαράνε. Όταν τα ζώα στη φάρμα ποιούν την ίσα, όλα είναι ίσα αλλά κάποια είναι πιο ίσα. Όταν τρελαίνονται και κάνουν φασαρία, ξύλο και φώτος περνάει η αστυνομία. Είναι αίτητη
επιταγία η μεγάλη. Του χρυσαυγίτη τα σκατά μες στο κεφάλι. Σε τούτη τη μεταπολίτευση τη δεύτερη, με την κυβέρνηση τη νέο φιλελεύθερη. Σου πετσοκόψαν το μισθό και σ' απολύσανε. Σε 3 χρόνια 3 φορές σε ξεπουλήσανε. Έφυγε αλλού να βρει δουλειά η Ιφηγένεια και θυσιάσαν στους φασίστες στην Ιθαγένεια. Η δικαιοσύνη είναι βέλος στη φαρέτρα τους. Ακόμα μια απ' τις πουτάνες στην ατζέντα τους. Και ούτε καν οι ακριβότεροι να ξέρεις. Πάλι πως μου ήρθε στο μυαλό ο πρετεντέρης. Είναι το παιχνίδι στημένο και η διαιτησία. Υποταγμένοι δουλικά στην εξουσία. Και εσείς κυφτός και φράουλες στη μανολάδα. Να πάνε μπροστά τα αφεντικά, συγγνώμη η Ελλάδα. Και μου θυμίζει η Ελλάδα, φράουλες στη μανολάδα. Όσο αντέχεις μαζεύεις, κι ύστερα φούρστο και άδα. Οι επιστάτες φυλάνε, κι αφέντες κάτω περνάνε. Οι μπάτσοι μας κυνηγάνε, κι όλο βαράνε. Κι αφέντες κάτω περνάνε. Οι μπάτσοι μας κυνηγάνε, κι όλο βαράνε. Bonsoir, on se retrouve du coup sur Paris Fréquence Plurielle 106,3 FM. C'est toujours fréquence Paris Pluriel. Ça va. Pardon. C'est l'émission Radio Flicker de l'initiative grecque. Et ce soir, on parle du crime de Thèbes. Oui, et je pense qu'on va commencer au début. C'est-à-dire, on a déjà parlé un petit peu comment le système ferroviaire en Grèce était déjà en mauvais état. Oui, pour plusieurs raisons, mais une des raisons principales pour cet état, c'est le fait que c'est la privatisation. Donc, on va parler comment est-ce qu'on a commencé. En général, une fois qu'on va commencer, je pense, par l'introduction des politiques néolibérales en Grèce. Donc, c'est les années 2000. Et avec le zénith, le 2010, avec le gouvernement des socialistes, de PASOK, où ils ont, après la crise, pour sauver l'économie grecque et l'économie européenne, bien sûr, on a le premier mémorandum, le premier accord entre la Troïka, oui. La Troïka qui était un groupe composé de 3 entités, c'était le FMI, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Oui, d'accord. Qui ont fait un accord pour passer des politiques d'austérité. Donc, il y avait des directions de la Troïka vers la Grèce pour des politiques d'austérité pour combattre la crise économique et sauver l'économie grecque. Donc le premier mémorandum, on l'appelle comme ça, c'est en 2010 avec les premières mesures vraiment d'austérité lourdes pour le pays. Et après en 2012, ça c'est un cas particulier parce qu'on avait un gouvernement de technocrates, je pense, pour le deuxième mémorandum. Donc il n'y avait pas un gouvernement qui était élu, on avait un gouvernement qui était assigné, puisqu'il y avait ces récits que, en général, à cette période-là, on avait cette infantilisation de l'État grec et le peuple grec. Donc on avait les Européens, les Troïkas et les pays de l'Occident qui ont traité l'État grec et le peuple grec comme le pays pas suffisamment développé, ils sont là pour expliquer comment on va sauver notre économie. N'est pas en mesure de gérer l'économie, donc la Troïka a décidé pour la part de la Grèce qu'est-ce qu'il fallait faire à un niveau social, niveau économique, etc. pour pouvoir repayer la dette. Exactement. Et je pense que ça c'est très intéressant pour la Grèce parce que je pense, je ne suis pas sûre que c'était la première fois, mais je pense que c'était la première fois dans l'Occident parce que la Grèce fait partie de l'Union européenne, donc c'est un pays occidental quand même, qui en a cette genre de néocolonialisme, mais dans le cadre de l'Occident, dans un pays occidental. Donc je pense que c'est assez particulier.
Mais ce deuxième mémorandum était voté au Parlement grec, bien sûr, par la plupart des partis de droite. Et après, ce qui est encore plus, pour conclure cette motif, en 2015, on a le troisième mémorandum qui a été suivi par d'autres mesures d'austérité qui étaient signées par le gouvernement de Lagos, première fois à gauche, en Grèce. Donc, on a vraiment maintenant la totalité du spectre politique en Grèce qui a fait le choix politique de suivre les directions de l'Europe. Et cette troisième mémorandum, c'était le politique qui a suivi, je ne sais pas si c'était noté dans le mémorandum lui-même, mais c'était là où on a la création d'une caisse. Je ne sais pas comment... en fait, le FMI, il est vraiment mondialement connu, je pense, pour ses politiques ultra néolibérales. Et donc... à la fois le FMI avec vraiment cette idéologie ultra néolibérale qui attaque vraiment l'État dans sa mission peut-être de service public, et d'autre part l'Union européenne ont poussé pour la création d'une caisse. Je vous fais une traduction directe de comment on appelait ce dispositif en grec. On appelait ça la super caisse. En fait, il fallait que la Grèce rembourse ses dettes, rembourse donc les personnes, les États qui avaient emprunté de l'État à l'État grec, et il fallait donc que l'État grec trouve immédiatement des liquidités. Et la solution qui a été trouvée, ça a été de créer une sorte de super fonds qui regroupait toutes sortes de patrimoine que la Grèce avait. Je parle de patrimoine très financier. Même les sites archéologiques. Donc, on trouve apparemment même des sites archéologiques, mais aussi toutes les entreprises publiques. Donc, jusqu'à cette époque-là, la Grèce avait l'équivalent de EDF, mais qui avait un véritable monopole sur l'électricité. Donc, c'était la seule entreprise qui fournissait de l'électricité. On y trouvait également donc l'entreprise de télécommunications publiques OTE, les trains, bien évidemment, les ports, les aéroports, bref, tout. Tout ce que l'État grec pouvait posséder et qui était vendable était dans cette super caisse et donc était destiné à être vendu le plus rapidement possible. Vraiment, le seul impératif, c'était que les ventes soient faites rapidement pour que l'État grec puisse avoir de l'argent en liquidité. Et donc, c'est à ce moment-là que, à côté de plein d'autres services publics, le train, il est aussi vendu. Et il faut préciser aussi, peut-être vous en avez entendu parler, mais quand on dit ici en France, quand on parle des SNCF, on ne parle pas d'une entreprise unique, d'un truc intégré. On parle d'un groupe qui regroupe plusieurs entreprises, dont SNCF Voyageurs et SNCF Réseau. Pourquoi ces distinctions ? En fait, ça vient d'une directive de l'Union européenne qui s'appelait la directive concernant le développement des chemins de fer communautaires, qui date des années 91. Et du coup, elle exige que tous les pays de l'Union européenne, tous les pays membres, font une division entre l'opérateur, c'est-à-dire l'entreprise qui fait rouler les trains, qui embauche des conducteurs, qui vend des billets, etc., et l'entreprise qui est chargée de la gestion du réseau. Donc, la même chose a été appliquée en Grèce, comme presque partout dans l'Union européenne. Et c'est comme ça qu'on a cette division qui est assez utile dans le contexte pour lequel on parle, parce qu'on avait quelque chose à mettre dans les super-fonds et à vendre pour rembourser la dette. Donc, on prend la partie exploitant, que selon l'Union européenne, on n'est pas obligé on peut même les privatiser, en fait, qui est exactement ce qui a suivi, et on les met sur le super-fonds. Du coup, division. Oui, et comme toujours, comme partout, comme dans tous les cas qu'on a de privatisation et de cette politique néolibérale, pour vendre, il y a un système spécifique. Le premier truc, c'est d'avoir une force, un levier, de force
D'incitation. Oui, vers cette politique. Par exemple... Il faut pouvoir le justifier. Parce que si tu privatises quelque chose qui est rentable, tu ne peux pas le justifier. Oui, mais normalement, tu as besoin d'un État très très fort. Donc, soit en dictature, comme on a vu en Amérique latine, soit en guerre, comme on a vu, par exemple, en Angleterre. Comment ça s'appelle? En Angleterre. Au Royaume-Uni. Royaume-Uni, oui, merci, j'ai oublié le petit truc. OK. Et soit, dans le cas de Grèce, alors les dettes. Ou la dette. La dette. La dette. Donc la dette était utilisée comme levier pour pousser vers cette politique et vers la privatisation. Mais bien sûr, pour faire ça, il faut aussi montrer que l'État n'est pas capable de gérer en entreprise, en société, lui-même. Donc, on a la défavorisation de tout ce qui est public, pas seulement les trains, mais en général, la fragmentation, puisqu'après, il peut être vendu aux plusieurs, par exemple, entreprises privées différentes. Et après, on a aussi la normalisation de cette idée de privatisation. Donc, c'est exactement ce que Thatcher a utilisé en Angleterre. There is no alternative, il n'y a pas d'alternative. Et pour la Grèce, c'était l'alternative, c'était juste le drachme. Donc, oui, c'était ça. La monnaie nationale. Oui, c'était la monnaie nationale ancienne. Donc, il était utilisé comme maintenant, on est européen. Donc, on a l'euro. Donc, les retours aux monnaies anciennes, c'était utilisé comme menace pour dire aux populations, ah oui, on retourne dans une situation de pauvreté au centre du pays. Et la seule solution de ça, c'est la privatisation. Ce sont des politiques d'austérité en général. Oui, et donc c'est à ce moment-là que y a la question de vendre le train. Mais il faut comprendre que déjà le service du train, donc la privatisation c'est vers 2015-2016 que commencent les discussions de la privatisation du train. Je pense plus tôt, mais ouais. Non, mais véritable négociation pour être vendue. Mais déjà, il y a quasiment 10 ans de crise derrière. Donc, en fait, énormément de lignes, de petites lignes régionales sont déjà fermées. Les infrastructures sont déjà en très mauvais état, les trains sont déjà très anciens, beaucoup de personnel, en fait, il est parti à la retraite et ils n'ont jamais été remplacés. Donc, en fait, l'entreprise publique, elle est déjà en train de s'effondrer. Ce qui fait que, même en termes capitalistes, c'est une entreprise pas très vendable, en fait. Parce que dans l'état dans lequel était l'entreprise à l'époque, c'était impossible ça l'est toujours, impossible de faire du profit d'un point de vue capitaliste. C'est ça le paradoxe pourtant. Le fait qu'après toutes ces politiques d'austérité, de coupures budgétaires, je ne sais pas si ça se dit, qui ont été imposées à Trénossé pour les revitaliser après la division et après le premier mémorandum en 2010, l'entreprise a arrivé à faire des profits. Donc, c'est une entreprise qui est toujours à l'époque détenue par l'État et qui fait des profits. Et pourtant, des années plus tard, on va la vendre. Oui, l'autre paradoxe, c'est que les États en général, le public n'est pas capable de gérer des entreprises comme ça. C'était ça le récit en Grèce. Mais les trains étaient vendus à un groupe public italien. En fait, c'est ce qu'on appelle Trenitalia. Ce qu'on appelle Trenitalia, c'est le groupe qui est le premier groupe qui fait des opérations ferroviaires en Italie. Donc, oui, la vente. L'entreprise a été vendue alors pour 45 millions d'euros à Trenitalia, au groupe qui détient Trenitalia. Et elle allait aussi recevoir 50 millions d'euros par an pour la délégation du service public, c'est-à-dire comme subvention pour faire rouler des trains en Grèce,
pour toutes les lignes, en fait. Donc, en fait, l'État grec a offert son entreprise à Trenitalia et lui, non, mais prenez cela et faites rouler des trains. Faites rouler les trains et en plus, il les paye pour faire rouler les trains. Ouais. Donc, Et après les ventes, tout en coup, on a cet effort de... Avant, les trains, c'était vraiment les pires. Mais maintenant, après que les trains étaient privatisés... Sans avoir rien changé pratiquement, on a commencé à voir des publicités qui disaient qu'on a des trains hyper modernes et qu'ils vont amener de nouveaux trains, apporter de nouveaux trains qui étaient roulés en Suisse et qui allaient faire Athènes-Salonique à 3h30, quelque chose comme ça, qui était complètement du science-fiction parce que rien n'avait changé sur les réseaux. On était sur les mêmes lignes qui ont été délaissées pendant la décennie, mais quand même, ouais. Απ' του τρένου τις γραμμές αργοκυλούν βουβά ποτάμια κλαίνε όνειρα και ευχές φαντάσματα απλώνουνε πλοκάμια δίκαια θαμμένα αθώες σιωπές κάτω απ' τις ράγες χωρίς αντοχές άδειο το τρένο όταν νυχτώνει πες μου ψυχή τι σε πληγώνει Απ' του τρένου τις γραμμές αγκομαχούν σκυφτοί διαβάτες έρμεα πλάνης με ενοχές σκιές που τις κυκλώνουν αυταπάτες δίκαια θαμμένα αθώες σιωπές κάτω απ' τις ράγες χωρίς αντοχές άδειο το τρένο όταν νυχτώνει πες μου ψυχή δίκαια θαμμένα αθώες σιωπές κάτω απ' τις ράγες χωρίς αντοχές άδειο το τρένο όταν νυχτώνει πες μου ψυχή τι σε Vous écoutez Radio Fréquio, l'émission de l'initiative grecque sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et on est en train de parler et vous expliquer les crimes de Tempi, comment c'était passé en Grèce en 2023. Et donc, on a beaucoup parlé de la privatisation qui a été menée par l'État et par cette ambiance très néolibérale qui était installée en Grèce à cette époque. Et donc, c'est évident, en fait, pour n'importe qui, finalement, a posteriori peut-être, mais c'est évident actuellement, qu'au bout de décennies de sous-investissement dans le réseau ferroviaire, en fait, il y a des problèmes de sécurité majeurs qui commencent à apparaître, mais qui ne sont pas évidents
immédiatement. Et en fait, il y a toute une série de failles sécuritaires qui s'accumulent, de systèmes de sécurité qui sont défaillants mais ne sont pas remplacés. Et tout ça, en fait, s'accumule et fait progressivement effet boule de neige. Et en fait, on est arrivé en 2020, ouais, à peu près après à la période pendant l'accident, et avant l'accident, en 2020, où le gestionnaire du réseau n'est remplacé rien s'il n'était pratiquement complètement inutile, complètement mis hors d'opération. Donc, en 2017, en fait, on a eu un autre accident, un autre déraillement sur la même ligne qui a, à cette époque, causé, comment est-ce qu'on dit ça? Avec 3 victimes. Pourtant, on n'a pratiquement rien appris de ça. Rien n'a été fait. On a continué à faire circuler des trains de la même manière. Et on arrive à 2020 où le porte-parole du syndicat des cheminots, dans un entretien, disait la chose suivante. Donc, je vais juste vous lire le porte-parole. Actuellement, en Grèce, ni les systèmes de signalisation lumineuse, ni la télécommunication fonctionnent. Il n'existe aucun système de protection contre l'erreur humaine tel que les ETCS, qui, lorsque nous, conducteurs, commettons une erreur, pourraient la corriger ou la prévient, pour ainsi dire. De plus, il y a environ 2 ans, il y a eu l'accident d'Adendro, l'accident qu'on a parlé avant, où 3 personnes ont décédé parce que les conducteurs n'avaient pas les indications nécessaires et que l'erreur humaine n'a donc pas été évitée. Ces systèmes existent partout en Europe. Il n'y a qu'en Grèce que le trafic ferroviaire est géré de manière émirique. Nous rappelons qu'on est en 2020. On est 3 ans avant l'accident. Mais à l'époque, malheureusement, oui, ça se disait, les cheminots le savaient, tout le monde le savait, mais ça n'était pas très connu. Pourtant, il y avait même des reportages sur le sujet. Une autre personne qui travaillait sur le gestionnaire du réseau, sur l'équivalent des SNCF, avait dit la chose suivante. Est-ce que... Donc cette personne avait fait la déclaration suivante. Avec le système de contrôle automatique, le conducteur sait exactement ce qu'il fait. Et même s'il est négligent, il ne peut pas se tromper car le système lui indique un feu rouge. Si cela était en place, il n'aurait pas eu l'autorisation de passer au rouge, comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit au conducteur « passez au feu rouge à vos risques et périls ». Et quand les gens travaillent 28 jours par mois avec des horaires exhaustifs, à un moment ou à un autre, ils vont forcément faire une erreur. Statistiquement parlant, ils vont faire une erreur. Oui. Du coup, on voit déjà 2020, les cheminots préviennent contre... ils disent tout d'abord qu'ils travaillent 28 heures par jour, qui est complètement fou pour des gens qui travaillent dans des postes des postes de sécurité. Oui. Par mois, pardon, oui. Pas 28 jours par jour, non. Pour vous donner un exemple, les cheminots, un conducteur de train ici en France, il peut travailler jusqu'à 6 heures, 7 heures par jour, ça dépend. Et quand il travaille plus de ça, le jour d'après, il ne peut pas travailler. Il est obligé d'avoir un jour de comment dire? Des repos. Des repos, oui. Du coup, tout ça, c'était connu. Et on arrive à 3 mois, enfin, pas 3 mois, à 20 jours avant l'accident, où, encore une fois, le syndicat des cheminots avait fait un communiqué où il réclamait la prise immédiate des mesures en soulevant des problèmes et des défaillances graves en matière de sécurité sur les chemins de fer. Ils avaient dit, et je cite, « Nous n'attendrons pas qu'un accident survienne pour les voir verser, les responsables, des larmes de crocodile, en faisant des constats. » 8 jours avant l'accident, suite à ces communiqués,
du syndicat des cheminots, un parlementaire, un membre du Parlement avait demandé au ministère des Transports, lui avait posé une question concernant la sécurité des trains. Et le ministre avait répondu le suivant. C'est une honte. Et j'ai honte que vous souleviez des questions de sécurité en ce moment. Je vous demande de retirer immédiatement vos propos. C'est une honte. Je vous l'ai expliqué et je vous le répète encore une fois. En ce moment, nous garantissons la sécurité. Nous garantissons la sécurité. Donc le ministre, en fait, vraiment, c'est flagrant. 20 jours avant l'accident, il sort... 8 jours avant l'accident. Ah, pardon. Il sort dire que j'ai honte parce que vous posez des questions de sécurité, comme si c'était inimaginable en l'état du réseau de poser ce genre de questions. Un ministre qui n'était jamais condamné pour... Oui, il n'a jamais été... Enfin, il n'a même pas été traduit devant la justice parce qu'il a l'immunité parlementaire. Oui. Et en plus, il a été réélu après l'accident. Oui, c'est vrai. Il n'est pas ministre, oui, bien sûr. Il a démissionné quelques jours après l'accident, mais il a été réélu. C'est juste un petit commentaire ici que ça s'est passé 8 jours avant l'accident, 20 jours, quelques années après la privatisation. Mais même en 2012, je pense, il y avait des travailleurs dans le train public à l'époque qui parlaient de les conséquences d'une privatisation possible parce qu'on attendait, ils attendaient que ça va passer, on savait déjà. Donc je pense qu'il y a un documentaire même en 2012 contre la privatisation qui était fait par les travailleurs et les travailleuses et qui aussi il évoque l'exemple du Royaume-Uni où la privatisation était catastrophique. γεννήθηκαν και εκείνον του έχουν πέσει. Από τη βάρκα λίγο τη φτάσει στην ακτή, για τη ζωή τους πια δεν τους αρέσει.
ξεκινήσει η αλήθεια. Τα τραγούδια μήνε μου ελεύθερη αυγή. Στην άκρη του χωριού ο λίμος του θανάτου τους θυμώνες που σαν κουνούσε τη μουρά το καλά έπιζε μαυρόμαγμένα στήθια της λεγόνες. Πείτε μ' ακόμα αν έρχεται στην άκρη του χωριού. Toujours Radio Flickio sur Fréquence Paris Pluriel à 106.3 FM. Et on vient d'écouter en fait un enregistrement d'un live, d'un concert qui a été organisé par plusieurs artistes grecs. Et je pense qu'il y a eu un nombre fou de personnes qui ont assisté à ce live, quelque chose comme 30-40 000 personnes. Et donc ça, c'était donc un morceau qui était enregistré en direct dans le live, si vous n'avez pas pu peut-être le deviner. Alors jusqu'ici, on a donné un peu de contexte de comment ça s'était passé, la situation en Grèce qui a conduit jusqu'à l'accident. Et j'espère que c'est assez évident qu'on ne parle pas d'un accident, mais on parle d'un crime. Donc, on parle d'un crime où les coupables sont tous les gouvernements qui ont signé les mesures d'austérité, qui ont conduit à la privatisation, mais c'est aussi un crime. Mais on a aussi la négligence criminelle de la gouvernement actuel. Et aussi la corruption. Parce que ça continue. Oui, et en fait, je ne sais pas si ça a été clair, mais l'un des contrats qui portait sur l'installation d'un système de sécurité qui aurait pu prévenir, qui aurait pu empêcher l'accident, traînait année après année. Elle a eu 11 prolongations. Elle a été censée finir, être complète en 2016. Elle a eu 11 prolongations et elle n'a pas été complétée jusqu'en 2023 après l'accident. Donc, on vient de vous dire qu'on parle plutôt, en Grèce, on ne parle pas d'un accident, mais on parle plutôt d'un crime. Et les crimes continuent. Elle continue tout d'abord avec la communication et la gestion de la crise juste après la collision. La communication concernant concernant le sort des personnes qui étaient disparues, des personnes qu'on ne savait pas où ils étaient, les personnes qui étaient au bord du train mais qu'on n'a pas pu identifier. En fait, dès l'accident, il y a une véritable guerre médiatique qui est menée par le gouvernement de manière rétrospectivement assez bien organisée pour faire passer un récit. Et donc, l'État a essayé de faire passer le récit suivant dans un premier temps, parce que ce récit a beaucoup changé. Mais la première idée qu'ils veulent faire passer et faire accepter par le public, c'est que tout ça, c'était juste une erreur humaine.
Du coup, on a demandé aux proches des familles d'une personne disparue de nous expliquer un peu, de nous raconter un peu comment s'est passée la communication concernant l'opération de sauvetage et la recherche des personnes disparues juste après l'accident. Nous n'avons eu aucune information concernant le déroulement de l'enquête. La seule information qu'on a reçue était par rapport à s'ils avaient retrouvé quelque chose de notre enfant et quoi. Ce n'est que plusieurs mois plus tard que nous avons appris qu'aucune coordination ni organisation n'avait été mise en place le soir de la collision et que le protocole n'avait pas été suivi. Encore aujourd'hui, il n'existe aucun chronogramme clair des actions entreprises. C'est pourquoi certains membres des autorités locales, de la police et des pompiers sont poursuivis pour leur gestion de la scène du crime. Juste après la collision, on voit sur la télévision le Premier ministre et le ministre des Transports qui allaient démissionner quelques jours plus tard, visiter le site du crime et de faire leur première annonce qui disent de manière assez emphatique qu'il s'agit d'une erreur humaine tragique. On va maintenant écouter le Premier ministre. Je reviens à l'instant du lieu où s'est déroulée une tragédie qui marquera à jamais notre mémoire collective. Des dizaines de nos concitoyens, majoritairement des jeunes, ont perdu la vie là-bas, dans un accident ferroviaire d'une gravité sans précédent dans notre pays. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les femmes et tous les hommes de l'État qui se sont mobilisés immédiatement. Les pompiers, les équipes de secours, les CAF, la police, les autorités locales, ainsi que les médecins, les personnels soignants et les psychologues de nos hôpitaux. Ils ont agi et continuent d'agir du mieux qu'ils peuvent dans des conditions extrêmement éprouvantes. À l'hôpital de Larissa, j'ai rencontré les proches des victimes et des disparus. Dans une douleur insondable mais empreinte de dignité, ils m'ont posé une question simple mais déchirante. Pourquoi? Et ils nous ont dit plus jamais. Nous leur devons une réponse honnête. Le ministre des Transports, Kostas Karamanlis, a immédiatement présenté sa démission, comme tous les responsables des OC et ROC. Un geste qui l'honore, car tout porte à croire que ce drame est dû avant tout à une... On a aussi demandé aux familles des victimes, de personnes qui viennent de familles des victimes, comment vont interpréter les premières annonces concernant les causes de la collision et son attribution à une erreur humaine, et elles nous répondent. Rien de ce que nous entendions ne justifiait ce que nous voyons dans les médias. Aucun être rationnel ne peut croire qu'un tel événement soit dû à une simple erreur humaine ponctuelle. Le gouvernement s'est empressé d'en faire porter la responsabilité uniquement au chef de la gare, alors que les réseaux ferroviaires fonctionnaient sans aucun système de sécurité malgré le budget alloué depuis des années. Ils fonctionnaient avec un personnel insuffisant, sans signalisation ni système de freinage automatique. Le personnel nommé par le gouvernement lui-même était non formé et un sous-effectif critique. Face à tout cela, la logique s'effondre à l'évocation d'une simple erreur humaine. Pendant 12 minutes en 2023, sur la seule ligne qui relie Athènes à Thessalonique, les deux plus grandes villes du pays, 2 trains circulaient en sens opposé sur la même voie sans que personne ne sache où ils se retrouvaient. Ce qui précède est inconcevable à l'échelle mondiale et l'expression erreur humaine constitue une insulte envers chaque citoyen, chaque famille de victimes ou de blessés. Le premier jour après l'accident, des extraits des communications sur radio fuitent et circulent sur les médias. Ce sont des communications entre le chef de la gare, le chef de la gare qui avait commis l'erreur d'envoyer les trains sur une voie déjà occupée, et le conducteur du train. Ça s'inscrit dans une tentative beaucoup plus étendue d'attribuer la responsabilité
pour l'accident à cette seule erreur humaine. Quelques jours après, on commence à apprendre que, en fait, cette chef de gare, sa formation était complètement inadéquate et qu'il était en fait un piston du ministre des Transports même, ou quelqu'un dans sa famille, on ne sait pas. Et il y a cette tentative de faire de lui un bouc émissaire, d'attribuer toute la responsabilité à lui, de nous convaincre que voilà, c'est ça qui s'est passé, il va être puni pour sa faute, et voilà, c'est tout, ça ne va pas se reproduire, etc. etc. Pourtant, ça n'est pas tout. Comme peut-être vous le savez ou si vous ne le savez pas, normalement quand il y a un accident, que ce soit un accident ferroviaire, que ce soit un accident aérien, un accident d'avion, une chute d'avion, il y a une autorité, une agence étatique qui est responsable pour l'investigation, pour mener l'enquête qui est révélée les causes de l'accident. Malheureusement, dans ces cas, cette autorité, elle existait officiellement en principe depuis le janvier de la même année, c'est-à-dire elle a été officiellement mise en place un mois avant, mais au jour de l'accident, il n'y avait pas de personnel, c'est-à-dire elle était vide. Donc la responsabilité pour mener l'enquête était à la police. La police, bien sûr, n'avait aucune idée de quoi faire. Donc normalement, il doit y avoir une soi-disant sacralisation du site. Personne ne peut entrer jusqu'à ce que tous les éléments, toutes les preuves qui peuvent être utilisées ou qui peuvent être utiles pour faire des conclusions sur les causes de l'accident soient trouvées, soit trouvées. Dans ce cas, c'est pas notre cas, parce que entre 4 et 6 mai, mars, pardon, entre 4 et 6 mars, on vous rappelle que l'accident s'est produit le 28 février. On voit des machines qui viennent et qui commencent une opération de remblayage et de terrassement du site qui fait que des preuves précieuses pour comprendre l'essor et pour comprendre les causes de l'accident ont été détruites. En fait, il faut aussi dire qu'à ce moment, en Grèce, il n'y a aucun protocole officiel sur ce qu'on fait s'il y a un accident ferroviaire. Oui, il y a une autorité, mais il n'y a pas de personne. Oui, il y a une autorité qui est censée investiguer, mais elle n'a pas de personnel, cette autorité. C'est une autorité fictive. Il n'y a pas de protocole. Et en fait, finalement, de ce qu'on peut émettre comme hypothèse, parce que ça, c'est nous qu'on dit ça, il n'y a pas eu de jugement de tribunal qui condamne cette opération de remblayage, mais on comprend que l'État, en fait, utilise le fait qu'il y a un vide juridique pour intervenir sur le site. Il fait couler du béton, littéralement, en fait. Le site, il est complètement bétonné, et toutes les preuves relatives à ce crime, du coup, elles sont détruites. Aussi, assez rapidement, les trains qui ont été détruits sont déplacés depuis ce site vers d'autres sites de stockage. Et en fait, au bout d'1 semaine, ce site de crime ne ressemble plus à rien, en fait. C'est le crime, ils font disparaître le site du crime. Oui, une grande partie de preuves, des révélations qu'on a jusqu'à maintenant, c'est grâce aux experts qui ont été nommés par les familles des victimes, donc, parce que c'est eux qui ont mené l'enquête, en fait. C'est eux qui ont révélé le fait que des terres, par exemple, le fait du bétonnage, comment ça se dit? Oui. Oui, et les autorités locales ont enlevé des terres et ils les ont déplacées ailleurs. On ne sait même pas où ils les ont déplacées. Dans ces terres-là, on aurait pu trouver il y a des gens qui disent que même des depuis humains ont été déplacés. Oui, parce qu'il y a des familles qui n'ont jamais reçu le corps de leur proche qui est disparu dans cet accident.
Et donc, on a demandé donc, à ces familles de victimes de nous parler de comment ont été traitées leurs demandes de clarification de l'affaire et de la procédure de traduction en justice de tous les responsables du crime. À ce jour, famille et gouvernement sont en opposition. Toutes les démarches ont été entreprises uniquement par les familles des victimes. Alors que le gouvernement communique sur la nécessité de faire la lumière sur l'affaire et traduire tous les responsables en justice, dès le lendemain de la tragédie, il s'est précipité pour nettoyer le lieu, enlevant même la terre contenant encore des restes humains et du matériel biologique et la remplaçant par de la terre étrangère. Ils ont ainsi modifié la scène, jetant des wagons endommagés et les tôles dans un champ voisin, où, des mois plus tard, les parents ont retrouvé eux-mêmes, grâce à leurs propres recherches, du matériel biologique et des objets appartenant à leurs enfants. Ce fait confirme la gestion catastrophique de la situation dès les premières 24 heures. L'enquête avance lentement et dans de nombreux cas, il a fallu l'intervention des proches pour que certains éléments soient examinés de manière plus ciblée. Jusqu'à présent, aucun cadre de l'État ni de l'autorité de régulation ferroviaire, RAS, n'a été convoqué par le juge d'instruction. Les ministres des Transports de l'époque et ceux des années précédentes, responsables de l'absence d'installation de sécurité, ainsi que les membres de la RAS, conservent leur poste au Parlement et dans les services. C'est inacceptable et impensable. Il faut dire un petit peu ici, avant qu'on passe à une pause musicale encore une fois, et que le système de justice en Grèce, c'est pas exactement la même qu'ici. Avant tout, il faut dire que, personnellement, je pense que c'est le système de justice en général, le système de justice est assez conservatif, oui. Et donc, conservateur. D'accord, j'espère. Que c'est toujours à l'emploi du capital. Donc, mais il y a des trucs, c'est semi-autonome au pays du Nord, au pays d'Europe par exemple, qui ont habité comme en France. Donc, on a des condamnations des politiques, de personnes de politique, mais ce n'est pas le cas en Grèce. En Grèce, c'est le ministère de la Justice qui est responsable de nommer des juges supérieurs. C'est pas comment... de la Cour suprême. Oui. Donc, ils sont assignés par les gouvernements actuels. Et ce qui arrive assez souvent, c'est que chaque gouvernement, même les gouvernements de gauche, embauche donne aux juges retraités des positions gouvernementales. Donc on a cette... et bien sûr, ça, quand on a cette relation comme ça, normalement, c'est très possible pour moi qu'il y avait c'est une... comment dire... donc une licence de service, en fait. Donc, il faut juste préciser ça avant qu'on passe... La justice, en fait, n'est pas si indépendante que ça. N'est pas indépendante du tout. N'est pas indépendante du tout. Μες στην κοιλά όπως τα λέω, μες στην κοιλάδα των τεμπών, φόβος των μηχανοδηγών. Είναι ένας όπως τα λέω, είναι ένας γεροπλατανός, μαγκουφής και παραφορός.
απ' το, πώς τα λέω, που πίνει απ' το θολό νερό του ποταμού το ιερό, πίνει κι απλό, πώς τα λέω, πίνει κι απλώνει ρίζωμα βάθια μέσα στα νηποτά. Κι όποτε πέω, πώς τα λέω, κι όποτε παίρνει ανάποδες, γέρνει και πέφτει στις γραμμές, πιάνει το τρέο, πώς τα λέω, πιάνει το τρένο από τα αυτή, μη την περνά στη Γευγελή. Πώς τα λέω, με ένα μου τόπο ποινιός, το μυστικό φλιαρός, πως ήταν όπως τα λέω, πως ήταν άνθρωπος παλιά κι είχε παιδιά στη ξενιτιά. Vous écoutez Radio Fréquio, l'émission de l'initiative grecque sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et on parle toujours de crime de Tempi. Du coup, maintenant, on voulait vous dire quelques mots sur ce qui s'est produit pendant des années entre les manifestations de février 2025, entre l'accident et entre le jour de l'accident et les manifestations qui ont eu lieu il y a à peu près 3 mois, le février 2024. On vient de vous parler de l'effort de dissimulation et de l'effort de cacher les preuves et de cacher comment dire, les responsabilités politiques. On a ici quelques chiffres sur des sondages qui ont été faits sur la confiance que les gens en Grèce accordent au pouvoir. Donc, en 2025, 7 sur 10 personnes pensent qu'il y a une tentative de dissimulation du crime par le gouvernement actuel. 88% pensent que les judiciaires, que la justice et le gouvernement n'ont pas agi efficacement pour tenir les responsables pour les actes. 79% jugent la justice politiquement contrôlée, qui est exactement, et c'est ça dont on parlait tout à l'heure. Et 69% ont une confiance très faible au gouvernement actuel. Du coup, vous voyez déjà que c'est pas trop favorable pour le gouvernement actuel. Le monde, je crois que la majorité du monde en Grèce a compris qu'il y a quelque chose qui ne tient pas sur cette affaire, que c'est pas comme les premiers ministres aiment le dire qu'ils ont fait tout et ils vont faire tout pour que les responsables sont traduits à la justice et pour que la vérité les causes et la vérité soient révélées. Mais il faut dire aussi que c'est pas que je pense que les Grecs étaient au courant que c'était pas juste quelque chose qui est lié à l'accident lui-même, mais c'est une attaque. Cet accident, cette crime, c'est une attaque contre eux, contre les gens qui prennent les trains, c'est pas la classe moyenne, c'est pas la classe supérieure, c'est pas le gouvernement et les politiques, sont les personnes normales, les étudiants, leurs enfants. Et donc, c'était très clair que pour beaucoup de monde, que ça, c'était quelque chose qui touche tout le monde, qui touche nous, en fait.
pas seulement les familles des victimes, pas seulement les étudiants qui étaient dans cette train, mais tout le monde. Oui, finalement, après quasiment 20 ans de crise et 20 ans de gouvernement qui ont trahi le peuple, et c'est que le peuple leur a demandé de faire, finalement, ces manifestations qui ont eu lieu et tout ce monde qui est descendu exprimer sa colère, ça montre bien que les gens en ont marre. Et finalement, ce crime, il a cristallisé 20 ans de défaillance, 20 ans de colère. Et c'est pour ça que les gens sont si en colère avec le gouvernement. Mais cette colère ne se transforme pas de manière uniforme à un mouvement politique. Et je pense que c'est ça quelque chose qu'il faut le dire de manière assez honnête, en fait. Que ça ne veut pas dire que 70% des gens qui croient très bien que le gouvernement il est corrompu, qu'ils veulent forcément un changement du système politique. Il y a beaucoup de colère, mais il n'y a pas des propositions qui viennent de tous les bords. Et en plus, il faut à cela, il faut ajouter que quand même les ferroviaires, c'est assez compliqué. Quand on dit l'accident, puis on dit que le ministre des Transports, a fait ça, n'a pas fait en sorte que les contrats soient complétés. Puis le ministre des Transports va dire que c'était à l'autorité responsable chargée de la sécurité, qui est une autre autorité indépendante, de faire c'était son boulot en fait. Puis l'autorité va dire que c'était le gestionnaire du réseau. Puis le gestionnaire du réseau va dire que c'était Hellenic Train. Donc il y a cette confusion, il y a tous ces acteurs où on sait même pas qu'est-ce qui se passe. Il y a aussi les tentatives des gouvernements actuels et le gouvernement actuel reproche au gouvernement précédent de ne rien avoir fait pour l'entretien du réseau. Les gouvernements précédents disent que non, c'est le gouvernement actuel parce que c'était pendant leur mandat que l'accident s'est produit. Et donc, il y a cette énorme confusion. On ne sait même pas... Et en fait, c'est extrêmement compliqué. Parce que c'est quand même extrêmement compliqué. C'est quelque chose, le ferroviaire et les réseaux et comment tous ces systèmes des entreprises, des autorités et blablabla fonctionnent, c'est compliqué. Pourtant, je pense pour le peuple, c'est extrêmement simple parce qu'ils ont vécu 3 gouvernements différents. Les gouvernements bipartites, donc on avait le gouvernement de gauche et le gouvernement de droite, de gauche, les socialistes qu'on avait avant, qui ont tous les deux... signé et imposé des mesures que les Grecs ne veulent pas. Donc les Grecs ont dit, et après les Grecs ont dit non à la suite, et le gouvernement de gauche a dit non, oui. Oui. Oui, exactement. Donc il y a cet mouvement, cet énorme mouvement des gens qui étaient produits après l'accident, c'était un mouvement pour eux, un mouvement contre... Alors, je pense que c'était un mouvement contre l'austérité aussi. C'était un mouvement contre nos vies, notre sang pour vos profits. Mais ce n'était pas regroupé au sein d'un pouvoir politique spécifique, comme par exemple en 2014-2015, parce qu'ils n'ont pas confiance des personnes. Il n'y a pas de pouvoir ou de parti politique aujourd'hui en Grèce qui peut regrouper des gens parce que les gens savent que ça ne marche pas comme ça. Et en fait, on a essayé de recenser un peu les propos des différentes forces politiques, des différents partis politiques sur le sujet. La majorité, y compris le Parti socialiste, le Parti communiste, le Parti de Syriza, le Parti de gauche radicale, pour ainsi dire, la majorité d'entre eux, ce qu'ils réclament, c'est des investissements immédiats sur les infrastructures et sur les ferroviaires, la démarchandisation du ferroviaire, parce que les ferroviaires et les transports, les mobilités sont censés être un bien public. Et aussi, ils considèrent que le sous-investissement et la privatisation de l'entreprise ferroviaire, qui aujourd'hui est appelée Hellenic Train, anciennement Trenose, sont des causes directes de l'accident. Quelques partis situés
sur la gauche en gauche. Ouais. Quelques partis de gauche plus radicaux. Ah oui. radicaux. Plus de gauche. Ok, oui. Demandent la renationalisation des chemins de fer et que l'intégration, le basculement, enfin, la réintégration d'un organisme intégré de toutes les entreprises ferroviaires. Oui, ça c'est vrai, mais je pense qu'aussi il faut dire que dans les manifestations, c'est qui est mis en avant comme demande première de la part des familles et de la part des personnes qui participent dans ces manifestations qui sont véritablement massives, c'est la question de la justice. Les gens demandent vérité et justice, vérité sur ce qui s'est passé et justice, donc que les coupables soient traduits devant la justice. Et c'est aussi des demandes très importantes, je pense. On ne peut pas passer outre ça. Ça montre bien comment le système politique est extrêmement corrompu, que les gens qui sont véritablement responsables sont protégés par des intérêts plus larges, par les partis politiques. Et donc, on est dans ce moment très complexe où il y a différentes voix qui réclament différentes choses. Πες στους δικούς μου ότι θα αργήσω απόψε. Ένα θα γίνω με τις δραγές και τους καπνούς. Το τελευταίο εισιτήριο κόψε. Γι' αυτό το τρένο που θα αγγίξει τους ουρανούς. Τι κάνω φίλε μου σαν πάρω απόψε. Σε δρομολόγια δίχως επιστροφή. Το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε. Το έγκλημά τους μην αφήσεις να ξεχαστεί. Φεύγω να πάρω τρένο, ίσα που προλαβαίνω. Για μια καλύτερη ζωή σε μια άλλη χώρα. Εδώ που ζω κι υπάρχω με τα βία σαν ασένω. Κι άμα πεθάνω θα μου πουν ήταν κακιά η ώρα. Πάμε κι όπου μας βγάλει, πάμε και ό,τι γίνει. Πιάσου λιγάκι μην αργείς και τα εισιτήρια κόψε. Δική μας η επιλογή, δική μας και η ευθύνη. Δεν έχει σημασία για αυτούς εάν χαθούμε απόψε. Σαν είδωσε το γκάζι, το αύριο μας προστάζει. Γλυκό χαράζει ο ουρανός κι όμως δεν ξημερώνει. Ακούω σφύριγμα στις δράγες, κάτι μας τρομάζει. Σε λίγα δευτερόλεπτα μάλλον θα μας δυσκώνει. Θα έχουμε γίνει και εμείς θέμα σε μια οθόνη. Θα έχουμε γίνει αφορμή για έκτακτο δελτίο. Που είναι ο γιος μου, που είναι η κόρη μου, δεν το σηκώνει. Ταξίδευε με το Intercity 62. Σ' αυτό το τρένο μπήκα, αλλά ποτέ δεν βγήκα. Φρόντισαν κάποιοι να μην φτάσω στον προορισμό μου. Έγινα και εγώ του κράτους τους μια πρίκα. Για να τιμούνε κάθε χρόνο δίθεν το χαμό μου. Είπανε φταίει ο ένας, είπανε φταίει ο άλλος. Αλλά ποτέ δεν μάθαμε ποιος φταίει πραγματικά. Την πλήρωσε ο μικρός για να μην χρεωθεί ο μεγάλος. Και να τη βγάλουν καθαρή πάλι τα αφεντικά. Κήρυξαν μέρες πένθους, τα παχτικά του έθνους. Ψευτικά δάκρυα βάλανε και εκφράσανε οδύνη. Οι εκλογές του έσκους πρέπει να είναι δικές τους. Δεν έχουν ίχνος ανθρωπιάς καθόλου αυτά τα χτίνη. Είναι η στροφή στα τέμπη που το λαό θεριεύει. Και το γεμίζει μαδικία, μίσος και οργή. Είναι η στροφή στα τέμπη, φωνή ψυχών που εκπέμπει. Το έγκλημά τους μην αφήσουμε να ξεχαστεί. Πες στους δικούς μου ότι θα αργήσω απόψε. Ένα θα γίνω με τις δραγές και τους καπνούς. Το τελευταίο εισιτήριο κόψε. Γι' αυτό το τρένο που θα αγγίξει τους ουρανούς. Τι κάνω φίλε μου σαν πάρω απόψε. Σε δρομολόγια δίχως επιστροφή. Το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε. Το έγκλημά τους μην αφήσεις να ξεχαστεί. Πες στους δικούς μου ότι θα αργήσω απόψε. Ένα θα γίνω με τις δραγές και τους καπνούς. Το τελευταίο εισιτήριο κόψε. Γι' αυτό το τρένο που θα αγγίξει τους ουρανούς. Τι κάνω φίλε μου σαν πάρω απόψε. Σε δρομολόγια δίχως επιστροφή. Το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε. Το έγκλημά τους μην αφήσεις να ξεχαστεί. Είναι μεγάλο το κακό και το καλό είναι λίγο. Όσο κι αν θέλω δεν μπορώ να του ξεφύγω. Είναι μεγάλο το κακό, ζούμε στο έλεος του. Και το μεγάλο αφεντικό είναι υπαλληλός του. Δεν βρίσκει λόγια να μιλήσει η οργή μας. Για αυτούς που βάφουν με το αίμα μας στη γη μας. Μόναχα να βρει το κουράγιο μια νύχτα. Να του στείλει στο διάολο και να πει καλή νύχτα. Είναι μεγάλο το κακό και οι κακοί γουστάρουν. Κι όλο τη φάτσα τους στο δέκτη μας μοστράρουν. Όσο και να προσποιηθούν ότι τους νοιάζει. Το πένθος είναι ταξικό και του λαού μαράζει. Είναι μεγάλο το κακό και οι παπαγάλοι του μας παρουσιάζουνε για θρίαμβο το χάλι του.
Αναρωτιέμαι τι έχει μέσα η καρδιά τους. Τι θα λέγαν αν στο τρένο ήταν μέσα τα παιδιά τους. Κακό μεγάλο του τη δημοσιογράφη. Την τραγωδία λένε η μοίρα μας τη γράφει. Λάθος ανθρώπινο εκείνο που τα φταίει. Η έσχατη είναι πρώτη και η πρώτη τελευταίη. Αλλά στερεύει του λαού η εμπιστοσύνη στην τηλεόραση και τη δικαιοσύνη. Το δίκαιο των παιδιών πρέπει να γίνει νόμος απέναντι στο κράτος που είναι ο μόνος δολοφόνος. Είναι μεγάλο το κακό και τους συμφέρει. Κι όσο χειρότερα τόσο θα πλώνουν χέρι. Όσο χρειάζεται η πατρίδα σωτηρία, θα μας πουλάνε ελπίδα σε τιμή ευκαιρία. Είναι μεγάλο το κακό και το καλό μια στάλα. Εμείς το ψάρι το μικρό τροφή για τα μεγάλα. Να αναποδογυρίσει η γη, ήλιος να βγει το βράδυ. Να βρει το στόχο της οργής, θα βάλουμε σημάδι. Πες τους δικούς μου ότι θα αργήσω απόψε. Ένα θα γίνω με τις δραγές και τους καπνούς. Το τελευταίο εισιτήριο κόψε. Γι' αυτό το τρένο που θα αγγίξει τους ουρανούς. Τι κάνω φίλε μου σαλπαρώ απόψε. Σε δρομολογία δίχως επιστροφή. Το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε. Το έγκλημά τους μην αφήσεις να ξεχαστεί. Πες τους δικούς μου ότι θα αργήσω απόψε. Ένα θα γίνω με τις δραγές και τους καπνούς. Το τελευταίο εισιτήριο κόψε. Γι' αυτό το τρένο που θα αγγίξει τους ουρανούς. Τι κάνω φίλε μου σαλπαρώ απόψε. Σε δρομολογία δίχως επιστροφή. Το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε. Το έγκλημά τους μην αφήσεις να ξεχαστεί. Αν δεν τους στείλουμε εμείς στο διάολο, μια μέρα θα φροντίσουν να μας στέλνουν αυτοί πρώτοι στο διάολο. Κάθε μέρα. Εμάς και τα παιδιά μας. Ο λαός πέφτει το λαό. Όπως ο λαός είναι και εκείνος που τον σώζει. Για αυτούς είναι δίκαιο να μην έχει αξία η ανθρώπινη ζωή. Είναι μέρος της ιδεολογίας τους. Για αυτούς δεν θα είμαστε ποτέ ίσοι. Μπροστά στο τέρας που λέγεται κεφαλαιοκρατία, το μόνο θεριό που μπορεί να σταθεί απέναντι και να τον λυγίσει είναι ο λαός. Όταν ξυπνήσει. Vous écoutez l'émission Radio Fréquio, l'émission de l'initiative grecque sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et on vient d'écouter une chanson qui était inspirée par les derniers messages qu'un des victimes a envoyé à sa mère. Et donc, ce message a dit, dans ce message, il a écrit je vais être en retard, va te coucher, mais parce qu'elle attendait, mais en fait, elle a jamais arrivé. Du coup, juste les jours même après la collision, des manifestations se sont produites partout dans les grandes villes, à Athènes, à Salonique, à Larissa, presque partout. Ils étaient principalement axés sur les sièges de l'entreprise ferroviaire, de l'entreprise privatisée, Hellenic Train, mais aussi au ministère des Transports, au siège du gestionnaire du réseau, etc., etc. Il y a eu des émeutes, il y a eu des arrestations, il y a eu enfin, c'était une semaine où presque chaque jour il y avait des appels pour des manifestations. Pourtant, les 2 années qui ont suivi, oui, jusqu'en 2025, jusqu'en janvier 2025, ça c'était plutôt apaisé. Pourtant, en janvier 2025, il y a eu de nouvelles révélations sur la bulle de feu qui s'est produite juste après la collision. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais un petit rappel, même si c'est assez macabre. Les 2 trains se sont entrés en collision sur une voie unique. 57 personnes sont mortes et juste après la collision, quelques millisecondes après la collision, il y a eu une explosion et une bulle de feu. Du coup, en janvier 2025, on apprend par des messages qui étaient soit des enregistrements des appels qui sont faits automatiquement quand un portable détecte
c'est pas, une collision, soit des appels par des personnes qui étaient encore vivantes juste après la collision. Ça, on ne savait pas avant. Oui, ça, on ne le savait pas avant. Et on apprend, du coup, qu'il y a des personnes qui sont mortes à cause de l'explosion et du feu. On ne sait pas combien, on ne sait pas dans quelles conditions, parce que, comme on vient de dire, beaucoup de preuves ont été détruites les jours qui suivent l'examen et suivent l'accident. Et du coup, ces révélations font qu'il y a un nouveau mouvement, une nouvelle réanimation du mouvement avec même des demandes beaucoup plus réanimées. Beaucoup plus de personnes. Oui, il y a beaucoup de personnes. Il y a des millions de personnes. En 28 février, je crois qu'on a eu toutes les grandes villes, on a eu des manifestations qui sont sans précédent. Certaines sources disent que ce sont les manifestations les plus grandes dans la période après la dictature. Oui. Et les slogans qui étaient utilisés beaucoup, c'était « J'ai pas d'oxygène ». Parce que c'était la phrase qu'on peut écouter, qu'on peut entendre aux vidéos des appels après l'explosion. Un autre slogan qui a beaucoup été utilisé pendant ces manifestations, c'est « No morts, leur profit ». C'est assez... Oui, parce que ça réunit tout le monde vraiment. Et je pense que Oui, du coup, pendant les manifestations du 28 août et 28 février qui ont été organisées partout en Grèce, mais même dans des villes en Europe ou à l'étranger en général, l'association des familles des victimes a lu le texte suivant qu'on a traduit en français. 2 ans après le crime de Tembi, des millions de voix s'unissent aux 4 coins de la Grèce et du monde. D'Athènes à New York, de Thessalonique à Berlin, dans toutes les régions du monde où le cœur de notre peuple bat. L'âme grecque envoie un message qui s'amplifie à travers le monde. Justice. Il est impossible d'oublier ou de surmonter toute personne ou tout événement qui a été exclu de manière malhonnête et injuste. La tragédie à Tembi n'est pas un malheureux incident. Lorsqu'il s'agit de 57 morts horribles dans un réseau de transport public, nous devons nous tourner vers les responsables. À ceux à qui nous avons confié notre sécurité. Désormais, les faits sont établis. Manque d'investissement public et d'intérêt étatique. Manque de personnel, corruption et des tonnes de marchandises illégales qui sont avec obsession masquées. Nous parlons dès lors d'un crime d'État absolu et sans précédent. Un crime résultat d'une dégradation chronique et continue de tout ce qui concerne l'intérêt collectif de la commodité du citoyen. 57 morts injustes. Le résultat de la cupidité et de l'indifférence d'un système qui a déclaré sans vergogne à plusieurs reprises qu'il sacrifiait des vies humaines. Rétrospectivement, nous concluons que tous ces sacrifices sont faits sur l'autel de l'argent et de l'intérêt personnel. À Tembi, un crime s'est produit. Dès le départ, et avec une angoisse désormais évidente, ils essayent depuis 2 ans de l'enterrer et de le contourner, par le biais d'une couverture médiatique résolument limitée et manipulatrice, par des manœuvres de dissimulation et enfin par des actes cachés odieux. Ces faits font qu'aujourd'hui, notre cri sera entendu à travers la terre entière. Nous refusons d'accepter que les responsables poursuivent leur vie confortable sans être dérangés alors que les familles des victimes sont en deuil. Nous refusons l'inégalité imposée par un nombre réduit de privilégiés alors que notre société saigne, craignant le pire. Nous refusons que les dossiers d'instruction restent enterrés alors que la vérité est falsifiée et la justice absente. Le crime de Tembi sera dévoilé. Il suffit de nous assurer que chaque élément qui ajoute de la vérité concernant la mort de nos proches sera utilisé. Et nous nous efforçons de faire en sorte qu'il soit utilisé avant qu'il ne soit délibérément rendu inutile par le temps qu'il laisse passer inexploité. 2 ans plus tard, notre colère n'est pas retombée.
C'est l'énorme travail de dissimulation, manifeste et éhonté pour chacun d'entre nous. C'est l'énorme crime de la dissimulation qui nous pousse à tout faire pour faire éclater la vérité. Les responsables se cachent derrière des institutions, des procédures sournoises et des machinations politiques. Mais nous sommes là, plus vigilants et plus éveillés que jamais, pour que justice soit faite pour les crimes du passé, et surtout pour que cela ne se produise plus jamais. La tragédie de cette collision nous oblige à regarder une autre, la collision entre deux mondes. D'une part, le monde de la corruption, de l'indifférence et de la cupidité. D'autre part, la lumière de la justice, de la vérité et de la dignité. Nous appartenons au second monde. Nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir et dans notre esprit pour l'emporter. Nous travaillons pour une enquête rapide et indépendante à propos de tous les événements qui ont conduit à cette tragédie. Nous recherchons la transparence et la responsabilité nécessaires qu'un véritable état de droit mérite. Nous l'exigeons par chaque moyen légitime et légal. La justice vertueuse et pure des profondeurs de notre pays avec une vitesse d'orage exige qu'elle prenne la place qui lui revient. Dans un pays qui a d'abord parlé sa langue et les vertus qui l'accompagnent, il n'y a pas de place pour le silence. Aujourd'hui, des millions de personnes dans le monde entier crient « Ça suffit, assez, pas une goutte de sang de plus ». Privés d'oxygène, des millions d'entre nous sont descendus dans les rues pour revendiquer notre air volé, notre liberté volée, jusqu'à ce que la Grèce devienne un lieu où la vie humaine retrouve sa valeur immuable. Unis, nous vaincrons. Tous ensemble, nous rétablirons la justice. La justice ne viendra pas seule, elle n'a pas de jambes. Nous la soulèverons sur nos épaules et nous l'amènerons. C'est une citation de Nikos Kazantzakis. Merci d'être ici, non seulement pour honorer nos morts, mais aussi pour revendiquer, au nom de nos proches, un avenir meilleur pour nous-mêmes, pour l'oxygène dont nous avons été privés en tant que société, pour la paix que nos morts, nos enfants et nous-mêmes méritons. On vient d'écouter le texte des familles des victimes qui était lu lors des manifestations énormes cette année. Et on a aussi demandé aux proches de nous dire comment ils ont vécu cette manifestation-là. Et on va d'écouter leur réponse. Oui, la dernière réponse. On va essayer. Les mobilisations du 28 février 2025 ont été sans précédent dans l'histoire récente de notre pays. Nous avons été envahis par la gratitude et l'émotion. L'humanité a dominé dans tout le pays. Le peuple a clairement fait comprendre aux responsables politiques que cette tragédie ne concerne aucun parti ni aucune idéologie. Ce drame nous concerne tous. Il aurait pu arriver à n'importe quel citoyen et tout le monde sait qu'il ne s'agit pas d'un hasard. Des rapports et des documents officiels dénonçaient depuis des années les lacunes du système ferroviaire et le gouvernement était parfaitement informé. C'était une catastrophe annoncée. 10 jours avant l'accident, le ministre concerné affirmait à la tribune du Parlement avec arrogance qu'il garantissait la sécurité des trains et qu'il était honteux de remettre en cause celle-ci 10 jours plus tôt. Aucun citoyen doté de bon sens ne peut observer ce fait sans vouloir mettre fin à toute cette corruption et cette déchéance. Le 28 février 2025, le peuple grec a envoyé un message fort au gouvernement. Cette tragédie aurait pu toucher n'importe qui, quel que soit l'âge, le parti politique, le statut social ou économique. Et au fil des mois, nous voyons tous la gestion tragique et honteuse de l'affaire, la tentative d'enterrer la vérité et de faire oublier ce drame, alors que le réseau ferroviaire reste dans le même état de délabrement. Les familles sont méprisées, tout comme l'ensemble du peuple grec, par des déclarations vagues et des tentatives de communication creuses. L'histoire montre jusqu'à présent
que seule la pression populaire et la mobilisation citoyenne peuvent permettre d'obtenir des résultats dans ce pays et de traduire en justice tous les responsables, quel que soit leur statut ou leur rang. Du coup, c'est que les familles les proches, les familles des victimes qu'on a contactées et auxquelles on doit ces enregistrements et ces réponses à des questions sur le crime de Tebbi, c'est qu'ils nous ont demandé de dire, c'est que, en fait, la première chose qu'ils demandent et la principale chose qu'ils demandent, c'est la levée de l'immunité parlementaire de toute personne qui pourrait être inculpée pour ces crimes et la traduction à la justice de tous les responsables, quelle que soit leur place dans la sphère politique. Et avant de finir, j'espère que c'est clair dans cette émission qu'il y a bien sûr des responsabilités pénales liées au gouvernement actuel, mais il y a aussi des responsabilités politiques et c'est un crime qui a commencé très très tôt et la plupart des gouvernements grecs des dernières années sont responsables de ce qui est passé, sans exception. Et c'était un journaliste grec qui a écrit, je pense, que les crimes de Tempi, c'est comme les crimes de Orient Express, c'est-à-dire que tous les suspects sont coupables. Et oui, donc c'est sur ça qu'on aimerait terminer, sur le fait qu'il y a des coupables et il faut qu'ils soient traduits devant la justice. Donc, on arrive vers la fin de l'émission. On a parlé de beaucoup de choses pendant ces 2 heures, mais en réalité, on a gratté qu'une partie de la surface de ce qui s'est passé pendant ces 2 années qui ont été extrêmement denses en termes d'informations, de révélations, de manifestations, de réclamations de la part des familles. Et donc, si ce sujet vous a intéressé, on vous invite de nous suivre sur les réseaux. On est principalement actifs sur Instagram, donc de nous suivre sur la page Instagram de l'initiative grecque, sur laquelle, en fait, vous pouvez suivre ce qu'on fait et voir aussi les liens vers nos podcasts. Parce qu'en fait, ces émissions, on les met ensuite aussi en forme de podcast en ligne. Et quand on mettra l'émission en ligne, on mettra aussi une série de ressources que vous pouvez lire, et notamment des ressources disponibles en français, parce qu'il y a quand même des journalistes grecs qui ont traduit leur travail, ou bien des journaux français qui ont travaillé quand même avec du sérieux sur cette affaire. Et donc, on mettra tous ces liens et tous les textes que vous pouvez lire si vous voulez vous informer davantage sur l'affaire et suivre aussi ce qui se passera dans le futur, parce que l'affaire n'est absolument pas close, on n'est qu'au début en fait. Et pour un dernier mot, on aimerait exprimer notre solidarité avec les mouvements en Serbie, qui sont des mouvements contre les pouvoirs en place, des mouvements aussi contre la corruption, qui, dans un cas pareil, a produit des morts pour leur profit. Et pour finir, on aimerait aussi exprimer notre solidarité avec les victimes et les familles des victimes de l'accident de Tebbi et notre soutien à leur lutte qui est déjà très dynamique depuis 2 ans et qui continue toujours. Oui, prochain rendez-vous dans un mois, comme toujours, chaque premier dimanche du mois à 20h jusqu'à 22h. On est là avec l'émission de Radio Frikio et on est l'initiative grecque. Bonsoir. Bonsoir. Ποιος μεγάλος πόνος διάλεξε ταξίδι και γίνει η αγάπη ένα μαύρο φίδι στο σταθμό του τρένου
κάποιος περιμένει, επιβάτης μόνος σε ζωή χαμένη. Μέσα στο βαγόνι αγούρι εφηβεία, με ρωτές και γέλια σε δημοπρασία, πριν να μεγαλώσει δίχως να γεράσει, διάλεξε μονάχα για να προσπεράσει. Σβήσανε τα φώτα, τίποτα δεν είναι όπως ήταν πρώτα, στεγνώσαν τα